Bonsoir à tous, merci d'être venus nous écouter. Jérôme m'ayant présenté, je n'ai pas besoin de le faire. C'est complémentaire. Du coup, je vais vous parler de quelques outils diagnostiques et de quelques pièges également diagnostiques quand on rencontre une douleur latéro-trochantérienne. C'est un dessin d'une publication de Michel Lequesne de 2008 qui a été dans une revue internationale. Et ça a été un des premiers à évaluer la pertinence de certains tests cliniques dans les douleurs latéro-trochantériennes. Et donc, il souhaitait nous montrer l'anatomie du grand trochantère, qui est composé de 3 facettes et demie, on va dire. Donc, une facette antérieure sur laquelle est attaché le petit glutéal, devant. Une facette latérale sur laquelle, sur le versant antérieur, est attachée une sorte de lame tendineuse du moyen fessier. Par extension, donc le côté 3+, c'est la facette supéro-latérale, sur lequel s'attache un corps tendineux qui est un peu plus gros du moyen fessier, et une facette postérieure. J'ai repris une diapo, toujours de cette publication de Michel Lequesne, pour parler un peu d'anatomie fonctionnelle. Donc, le moyen fessier a un rôle de stabilisateur du bassin, qui permet de maintenir l'équilibre horizontal du bassin. Et lui et le petit fessier, quand la hanche est en flexion, ils ont aussi une action de rotateur interne. Quand la hanche est en rotation neutre ou en extension, ils ont une action de rotateur externe. Et nous, dans les tests cliniques, on va essentiellement utiliser leur rôle de rotateur interne quand la hanche est en flexion. De quoi on va parler ce soir? Alors, ce n'est pas les diapos de misogynie, j'ai juste choisi parmi les images Google celles qui m'intéressaient le plus. Donc, on va parler de petit fessier, on va parler de moyen fessier, et on ne parlera pas de grand fessier. Les tendinopathies du moyen fessier et du petit glutéal sont la première cause de douleur latéro-trochantérienne, et c'est essentiellement des pathologies d'insertion. Alors, il peut y avoir des projections douloureuses musculaires, mais la principale pathologie n'est pas une pathologie myo-aponeurotique ou myotendineuse, c'est une pathologie d'insertion tendineuse. Elle touche préférentiellement les femmes de plus de 50 ans. Un quart des femmes sont touchées après 50 ans. Et les données actuelles de la science dans les tendinopathies ont été également transposées à la tendinopathie du moyen fessier par rapport à la notion de compression. On est très actuellement sur des notions de problématiques d'ischémie, sur des notions de compression tendineuse, et le moyen fessier en fait partie. Donc, comprimé entre le tractus iliotibial pour le versant superficiel des fibres et le grand trochantère, et les fibres les plus profondes ont une sorte un peu de blindage, c'est-à-dire il y a des lésions par hypo-utilisation de par le déficit, si vous voulez, d'étirement, de contrainte, de force tensile appliquée sur les fibres profondes de par leur anatomie. Comme disait Jérôme, je suis intéressé par la course à pied, donc j'aime bien suivre un kiné qui s'appelle Thomas Goom, qui est un kiné anglais, qui fait énormément de podcasts. Donc ceux qui aiment bien la course à pied, je vous invite à le suivre, parce qu'il est assez clair dans ses propos, et c'est assez pratique. C'est pas forcément un grand chercheur, mais en tout cas c'est quelqu'un qui rapporte très bien la science et qui la tourne très bien dans la pratique quotidienne. Et donc je suis tombé sur une sorte de webinar qu'il avait fait sur les tendinopathies du moyen fessier. Et donc il a amené quelques notions intéressantes, notamment lors de l'interrogatoire. Ce sont des pathologies qui surviennent donc généralement quand on peut avoir changé, repris une pratique sportive en course à pied, augmenté le volume de marche, qui peuvent avoir un retentissement important au quotidien, notamment le soir, la nuit, les gens n'arrivent plus à se coucher sur le côté, ce qui ramène aussi à la notion de compression. Alors bien sûr, le tendon du moyen fessier est coiffé d'une bourse, donc des fois, par extrapolation, la douleur ne vient pas forcément du tendon lui-même, mais vient de la bourse. Néanmoins, il est intéressant d'interroger les gens pour voir quel volume de pratique quotidien, que ce soit dans la marche, dans la course, qu'est-ce qui a pu changer. Chercher à l'interrogatoire tout événement qui a pu changer, le dénivelé, tout ça, ça peut avoir une importance dans le déclenchement de douleur. On peut avoir, par exemple, à l'approche de la préparation du Semi de Bordeaux, des gens qui se challengent et qui démarrent une activité, mais le volume est trop important, et ils ont des anomalies biomécaniques de la course à pied, avec notamment
l'exemple a été repris là, l'analyse biomécanique de la course à pied de derrière, avec une adduction de hanche, qui est un grand facteur de genèse de tendinopathie du moyen fessier. Et donc ils démarrent, ils n'ont pas fait de renforcement musculaire, ils ont une technique de course inappropriée, entre guillemets, au sens où leur adduction de hanche est très importante, plus ou moins couplée à des rotations fémorales internes, ou à une overpronation, mais toute cette séquence va dans le même sens, ou un pelvic tilt, c'est pareil, la bascule du bassin, la chute du bassin fait partie aussi des critères biomécaniques, problématiques, pouvant entraîner une tendinopathie du moyen fessier. Donc ce sont des choses à chercher, à interroger. Si on peut les voir courir, c'est bien, ça permet de voir un peu leur technique de course, voir si on a ce pelvic tilt, cette adduction un peu exacerbée de la hanche. On peut leur faire faire un squat à l'inspection aussi pour voir s'il y a une adduction, une chute du bassin, une attitude entre Ellenbourg avec une bascule du tronc sur le côté ipsilatéral. Ce sont des éléments importants. Donc l'élément de l'interrogatoire, avec le changement de volume, les activités, la gêne au quotidien, est-ce qu'il croise les jambes en position assise par exemple, et les éléments de l'inspection clinique, avec l'analyse d'un squat, l'analyse d'une position. Vous voulez regarder se relever de votre chaise, voir s'il y a une adduction, des fois quand il se relève, une adduction des deux hanches, pardon, avec une rotation interne. Ce sont des éléments intéressants à chercher parce que ce sont des facteurs favorisants des tendinopathies latérales de hanche, et si on ne les corrige pas, on s'expose à des récidives. J'insiste sur ce point-là, j'ai beau être médecin, utiliser très fréquemment de l'imagerie, le diagnostic, il est essentiellement clinique. Donc il se base principalement sur l'interrogatoire, qui nous amène déjà une orientation diagnostique assez importante. L'inspection, donc là, je reprenais donc toujours pareil de ce webinaire, cette diapo-là, où sur la gauche on avait une vidéo que je n'ai pas pu récupérer fatalement, où le patient était filmé en train de se relever du sofa et avait vraiment une adduction des hanches avec une rotation interne du genou. Et la patiente de droite, c'est sur une fente où on observe vraiment l'adduction de la hanche avec une légère torsion fémorale, mais essentiellement une adduction avec une chute du bassin de l'autre côté. Et donc, il reprenait sur le timing de démarrage de la pathologie. J'ai commencé la course à pied, j'ai augmenté mon nombre de pas quotidiens, je peux avoir augmenté, déménager par exemple, et avoir beaucoup d'escaliers à monter. Tous ces facteurs-là sont à chercher pour voir justement qu'est-ce qui a pu déclencher la pathologie, et surtout savoir depuis quand. Est-ce que c'est quelque chose qui a démarré progressivement? Est-ce que c'est quelque chose qui a une notion traumatique? Ça va être important, et on le verra également pour les diagnostics différentiels. D'accord? Parce que l'interrogatoire, des fois, nous amène certaines notions qui vont nous amener à faire de l'image, mais pas pour confirmer un diagnostic, mais plutôt pour exclure le diagnostic de tendinopathie du moyen fessier. Toujours garder en tête que 25 à 30% des patients qui présentent des douleurs, des lombalgies, que 25 à 30% des patients présentant une tendinopathie latérale de la hanche présentent également des lombalgies. D'accord? C'est un des diagnostics différentiels, il faut faire très attention aux sciatalgies et aux douleurs référées, donc aux douleurs apportées et aux douleurs référées. Les irradiations classiques des tendinopathies latérales peuvent être vers le bord latéral de la cuisse, vers le bord postérieur ou le bord postéro-supérieur. Donc on peut typiquement avoir des irradiations qui sont soit dues, j'imagine, si je prends du point de vue purement anatomique, à une projection de la douleur via la bandelette iliotibiale, ou une projection douloureuse via les fibres musculaires, puisqu'on suit un peu ces trajets, ces trajets au niveau des fascias et des enveloppes musculaires. On suit ces directions de projection de la douleur des tendinopathies du moyen fessier. Donc là, on rentre dans l'examen clinique à proprement parler. J'ai choisi de mettre une sorte de podium sur des examens cliniques, puisque ce sont des tests cliniques. J'en ai pris 3, ça me fait un podium, puisque ce sont ceux qui ont été le plus évalués, et ce sont ceux qui sont le plus corrélés avec les données de l'imagerie. D'accord? Donc, le premier test que j'ai choisi
de présenter, c'est la palpation. C'est à la fois le test le plus simple, mais c'est à la fois le test le plus sensible. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que s'il n'y a pas de douleur à la palpation, il y a quasiment, à coup sûr, en fait, pas de tendinopathie du moyen fessier. Et ça, c'est très 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 important. Par contre, la spécificité est plus faible, elle est d'une 40aine de %, ce qui fait que on peut avoir des bursites, on peut avoir d'autres diagnostics, mais par contre, si le patient n'est pas douloureux à la palpation du grand trochanter, à ce moment-là, on peut quasiment exclure une pathologie due à une tendinopathie du moyen fessier. Donc là, c'est l'appui unipodal en charge. Donc on veillera bien à ce que le genou controlatéral soit fléchi à 90 degrés, bien dans l'axe, et que le bassin soit bien horizontal. Pour maintenir cette posture, le patient peut s'aider d'un bras pour tenir un mur, pour vraiment garder la verticalité et le caractère très droit. On ne veut surtout pas de chute du bassin et de compensation du tronc. D'accord ? Ce test, on doit le réaliser et la position, elle doit être maintenue 30 secondes. Si la douleur présentée par le patient est reproduite, à ce moment-là, le test est positif. Et dans l'étude de M. Lequen, chez les patients symptomatiques, il a retrouvé une sensibilité de 100%. Et la spécificité est de 97%. Une étude australienne a cherché à réévaluer la corrélation entre ce test clinique et l'IRM, mais également chez des patients asymptomatiques, ce qui permettait de faire baisser un petit peu la sensibilité, puisque tous les patients n'étaient pas pathologiques. Donc la sensibilité réelle de ce test est un peu plus faible, bien que très bonne, et par contre c'est un test hautement spécifique. Ce qui veut dire que si vous le rencontrez en pratique clinique, vous êtes quasi sûr d'avoir une tendinopathie latérale du moyen fessier, à l'IRM en tout cas. Et donc on en rediscutera tout à l'heure de l'utilité de prescrire des examens complémentaires en fonction des tests cliniques. Un autre test, donc le test de flexion. Alors, flexion-adduction, rotation externe, d'accord? Donc, dans l'étude Princeps de Lequen, le genou était plié à 90 degrés et la hanche n'était pas en adduction. Et les Australiens ont rajouté dans l'évaluation l'adduction de hanche. Pourquoi l'adduction de hanche est intéressante? Parce que l'adduction de hanche et la flexion permettent d'augmenter le taux de compression du moyen fessier sur le grand trochanter et donc de sursensibiliser l'examen. D'accord? L'examen est encore sursensibilisé par la rotation externe contre résistance. La rotation interne contre résistance. Puisqu'on a vu que quand la hanche était fléchie, le moyen fessier et le petit glutéal avaient une action de rotation interne. Et donc là, l'objectif de ce test, c'est de mettre en contrainte, donc en compression, les tendons moyen fessier et petit glutéal, et de leur demander d'être actifs, finalement, en course, on va dire en course externe. D'accord? Donc ce test est un peu moins sensible que le test précédent et un peu moins spécifique. Néanmoins, c'est un test extrêmement valable en conjonction avec le test d'appui unipodal et le test de palpation. D'accord? Donc moi, c'est mon podium parce que ce sont les tests qui sont sortis dans les deux études importantes qui ont évalué la corrélation clinique et imagerie dans la présence d'une douleur latérotrochantérienne de hanche. On peut également faire une adduction contre résistance. Là encore, on peut mettre la hanche en deçà de l'horizontale, en fait, pour rajouter une contrainte en compression sur les tendons. Peu d'évaluation clinique. Le test de Faber, c'est pareil. Bon, il avait été décrit, mais voilà, on a quand même un peu de mal à intégrer ces données-là. Donc les données, ça, ce sont des données que j'ai retrouvées dans la littérature, mais qui ne sont pas réellement reproduites lors des dernières études par M. Lequen et Dr Gemaldi. Donc il a le mérite d'exister, vous pouvez l'utiliser, mais je ne connais pas et je ne saurais pas vraiment dire si ces valeurs sont fiables. Donc l'adduction résistait aussi dans le plan d'horizontale, mais comme on a vu, on peut le sensibiliser avec une adduction préalable de la hanche. Et la rotation interne résistait. Alors j'ai tenu à montrer ce petit test parce que c'est un test que je fais, je ne sais pas s'il y en a qui le font, mais je le trouve plutôt pas mal. Alors je me suis même demandé si j'allais pas essayer d'évaluer le test clinique. Donc je demande aux gens, à mes patients, de danser le meringué. Et
bon, c'est un méringuet et pas forcément des îles, mais je trouve que ça marche assez bien, et du coup, le fait d'avoir lu un peu plus de littérature, je comprends à peu près pourquoi, parce que c'est vrai qu'on force finalement bêtement une flexion de hanche avec une adduction dans le mouvement, et du coup, j'augmente bêtement la contrainte en compression du tendon du moyen fessier. Les outils paracliniques d'aide au diagnostic, donc je vais essayer d'être plutôt rapide, parce que finalement, on a dit le diagnostic il est essentiellement clinique, donc l'imagerie doit seulement aider au diagnostic et surtout débusquer les diagnostics différentiels. La radiographie, peu d'intérêt, si ce n'est quand on a une suspicion clinique de coxarthrose, de coxopathie associée. On peut avoir quelques antézophytes qui peuvent témoigner d'une force de compression importante, d'une charge tensile importante. La corrélation avec la symptomatologie, je ne sais pas si elle est importante ou pas, mais ce n'est pas pour moi un critère paraclinique pertinent. L'échographie, alors l'échographie décrit énormément de choses, elle est extrêmement sensible pour, comment dire, pour savoir si le tendon il a un aspect visuel normal ou anormal. Maintenant, elle est très mauvaise pour savoir si cet aspect anormal est pathologique, donc symptomatique ou non. Et on verra plus tard, il y a encore un écueil entre l'échographie et l'IRM et la réalité de ce que va trouver le chirurgien. Ce qui fait que du point de vue diagnostic, là encore, l'échographie ne doit pas servir au diagnostic, mais doit servir à imager un diagnostic différentiel. D'accord ? Utilité secondaire de l'échographie, la réalisation de gestes écho-guidés. On peut avoir une bursite pérétrocantéraire. Alors cela dit qu'on voit à l'échographie, mais c'est un diagnostic différentiel et pas une tendinite du moyen fessier. Ça doit pouvoir servir à la réalisation d'interventions écho-guidées comme les infiltrations dans la bourse, qu'elles soient profondes, la bourse profonde ou la bourse superficielle. L'IRM a été rapporté dans la science comme le gold standard, c'est l'IRM de choix pour plusieurs auteurs. Et c'est vrai que quand on fait l'échographie, on s'aperçoit que les patients avec un gabarit un peu épais, c'est souvent compliqué d'aller voir les tendons profonds. Et donc c'est vrai que l'IRM a du sens chez les patients de fort gabarit. Donc sur cette photo, je vous ai mis en fait une tendinopathie assez avancée du petit glutéal, donc sur la facette antérieure, donc en axial et en sagittal. Sur celle d'après, donc là c'est l'aspect typique en hyperciné tout blanc des bursites pérétrocantéales, donc juste sous la bandelette iliotibiale. Là encore, l'IRM détecte les anomalies, donc détecte s'il y a une variation de la normale du tendon. Néanmoins, il est incapable de prédire si ces anomalies seront symptomatiques. Et donc dans cette étude de Blanken-Baker, ils ont rapporté que 88% des IRM réalisés chez des gens avec des douleurs du grand trochanter, enfin latéro-trochantérienne, avaient une imagerie compatible avec une tendinopathie du moyen fessier. Néanmoins, 50% des patients sans symptômes avaient aussi ces anomalies. Ce qui fait que quand on fait des imageries d'IRM pour d'autres motifs et qu'on s'attache à regarder ce qui se passe en latéro-trochantérien, c'est vrai qu'on voit souvent une petite infiltration de la bourse pérétrocanthérienne superficielle ou des anomalies du tendon, mais le patient n'est pas symptomatique. Ce qui fait que, là encore, l'IRM doit appuyer quelque chose que l'on suspecte fortement, mais ne saurait à elle seule poser un diagnostic. D'accord ? Et surtout, l'IRM doit servir, je dirais, je ne suis pas le seul à penser, mais ça doit servir quand vous suspectez à l'interrogatoire, à l'examen clinique, qu'il y a quelque chose qui n'est pas typique, qui ne va pas dans le bon sens. Ça doit surtout servir à écarter les autres diagnostics, d'accord, qui peuvent être plus embêtants. Mais confirmer une tendinopathie du moyen fessier par une IRM ou une échographie, ça a un sens qui est relativement modéré. Donc juste pour reprendre l'étude de Grimaldi, qui remettait que l'appui unipodal, quand il est positif, on avait 98% de chances d'avoir une tendinopathie glutéale, du moyen glutéal à l'IRM, et que l'absence de douleur à la palpation écarte le diagnostic IRM avec quasi-certitude. Dans son étude, elle a retrouvé que 31% des patients avec des anomalies à l'IRM mais sans symptômes. Et donc, ces études de corrélation clinique et IRM nous amènent beaucoup de choses parce qu'en fait, finalement, avec 3 tests et une histoire compatible, on n'a pas forcément besoin d'aller plus loin pour initier un traitement. Alors, on peut réévaluer son traitement si le traitement est en échec, mais
on a quand même des billes déjà pour ne pas avoir besoin d'imagerie complémentaire pour démarrer sa prise en charge. Une dernière étude, celle de Sean Docking, qui lui a comparé les résultats de l'imagerie avec ce que voyait le chirurgien. Et globalement, je vais reprendre que cette information-là, sur 11 lésions partielles qui avaient été rapportées en échographie, seulement 2 ont été confirmées chirurgicalement. D'accord? L'IRM est à peine supérieur. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire encore une fois que l'échographie et l'IRM peuvent faire de belles photos, de belles images. On voit bien, on peut arriver à voir qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. Néanmoins, savoir si c'est de la simple tendinite, la tendinose, ou s'il y a une rupture partielle, ben finalement en imagerie, on n'est pas bon. Et donc ça, il faut réellement le savoir parce que l'image ne doit pas guider notre prise en charge au sens où nous avons un taux d'erreur extrêmement important. C'est-à-dire nous pouvons surdécrire des lésions et finalement être dans le simple cadre d'une tendinite. Par contre, en cas de rupture totale, là, l'IRM et l'échographie sont extrêmement fiables. Quelques pièges diagnostiques extrêmement rapides. Donc, pourquoi interroger son patient? Parce que cette patiente, par exemple, avait une hyperthyroïdie et est une coureuse d'ultramarathon. Elle avait des douleurs latérales des hanches et l'interrogatoire et l'examen clinique nous ont fait dire qu'il y avait un loup, qu'il y avait un petit quelque chose qui n'allait pas. Et donc cette patiente, elle a eu une scintille et en fait, elle a eu 2 fractures de fatigue de la diaphyse fémorale, des 2 côtés. Donc là, c'est la fixation à la scintille. Et là, sur les IRM, on voit l'hyperostose corticale secondaire. D'accord? Une fois qu'elle a récupéré. Et donc, prendre le temps d'interroger, prendre le temps d'examiner, avoir un peu d'expérience pour savoir quand l'histoire elle n'est pas typique et qu'elle ne prend pas le fil qui nous plaît, ça doit là, oui, guider à l'exploration complémentaire. Mais les imageries n'ont pas été faites pour confirmer une tendinopathie du moelle fessier. Elles ont été faites pour écarter ce qui n'en est pas dans une présentation qui n'était pas typique. Donc là, ça peut être, c'est pas vraiment une tendinite du moelle fessier, mais c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus en regardant, avec des douleurs qui partent de la crête de la crête iliaque antéro-supérieure et qui peuvent se projeter un peu plus bas et donner des irradiations proches du grand trochanter, mais juste par projection, finalement, par étalement un petit peu de la douleur d'une lésion. Alors, ce sont des micro-lésions traumatiques, que des fois on a des authentiques fissures, d'un petit renflement un peu plus épais de l'attache de la bandelette iliotibiale sur le versant antérieur. Et ça, c'est à peu près, je trouve, les mêmes tests cliniques. En tout cas, le test du Meringue marche bien, l'adduction marche bien. Et c'est assez fréquent chez le coureur d'avoir, alors, je ne sais pas si le contraste est important, là on voit en fait un épaississement, c'est-à-dire que la bandelette iliotibiale elle est noire, elle est toute fine, et là c'est beaucoup plus épais que de l'autre côté. Alors l'échographie est plus parlante, mais j'ai eu un petit problème sur la base de données de mes patients, on n'a pas pu extraire. Donc ça c'est un diagnostic différentiel qui est extrêmement fréquent, c'est-à-dire que ce n'est pas une tendinopathie du moelle fessier, c'est juste une projection douloureuse de la bandelette en regard du grand trochanter, mais la douleur princeps, elle vient de la crête iliaque. Et ça, c'est intéressant d'interroger et de voir où est la douleur la plus importante. D'accord? Donc là, ce sont des IRM d'authentiques lésions post-traumatiques de la bandelette iliotibiale. Donc il y a un point ici. Donc là, c'était une patiente coureuse. Alors, on est un peu plus tard, là, l'IRM est un peu plus tard dans le côté cicatriciel, mais elle avait fait des lésions traumatiques en courant, d'accord, de sa bandelette iliotibiale à 3 endroits. D'accord? Et donc là, dans l'interrogatoire, c'était le côté aigu. C'est d'accord, ok, t'as mal à côté du grand trochanter, mais par contre, c'est une douleur aiguë. Et donc c'est vrai que là, du coup, l'imagerie se justifie au sens où il y a quelque chose qui n'est pas typique de l'histoire de la tendinite du moelle fessier. Donc là, on a vu d'authentiques lésions de la bandelette, ce qui n'est pas si rare, finalement. Quand on les cherche, on en trouve pas mal. Alors la prise en charge est relativement similaire, hein, mais pour les patients, c'est quand même important d'avoir le diagnostic qui les concerne. Donc je passerai rapidement, j'ai mis 2 images de la dernière discale compressive, hein, sur la racine L5 notamment, qui peuvent donner d'authentiques douleurs de la face latérale de la cuisse. La coxopathie, c'est pareil. Alors, est-ce que ce sont des douleurs musculaires secondaires? Est-ce que ce sont juste des projections douloureuses? Mais là, c'est important. Alors, cliniquement, posséder du signe de la clé de la hanche, donc une rotation interne, jambe tendue, avec
production d'une symptomatologie dans l'aine, ou du test de Fadir, donc pareil, flexion, adduction, rotation interne, et on sent un petit dérangement à l'intérieur de la hanche. Donc ça doit pouvoir nous orienter vers une coxopathie. J'ai eu également un cas de lipome intramusculaire avec une douleur légèrement antérieure, donc pas complètement latérale-latérale, mais antéro-latérale. Et à la palpation, donc là il y avait une induration, et donc c'est vrai qu'on a fait une écho puis une IRM, et on a trouvé un énorme lipome intramusculaire. Donc j'ai mis cette image, ça c'était une patiente, elle avait 15-16 ans, et donc la tendinopathie du mollet fessier, c'est prioritairement la femme de plus de 50 ans, et c'est vrai que je me suis demandé pourquoi cette petite avait une douleur latérale de hanche. Alors ok, elle faisait de l'équitation, donc pourquoi pas, mais en l'examinant, c'était pas franc, et par contre à la palpation, c'était très douloureux. Donc test très sensible, je me dis que je dois partir et dérouler ma caisse tendinopathie mollet fessier. Mais comme l'histoire n'était pas typique, j'ai fait une écho et j'ai trouvé ça. Donc j'aurais pu partir sur une bursite péritrocantéale, mais je trouvais qu'il y en avait beaucoup. Et au Doppler couleur, on avait quelques flashs, en fait, on avait l'impression que ça bougeait un petit peu. Et donc on a fait une IRM, et en fait cette patiente avait une malformation artério-veineuse. Et donc elle a bénéficié d'une sclérothérapie au CHU. Et donc juste tout ça pour dire qu'il faut traquer, chercher ce qui est inhabituel pour justifier d'une imagerie, pour confirmer ce qui est inhabituel, et pas vraiment pour confirmer la tendinite. Donc, d'autres douleurs, donc des séquelles post-traumatiques. Donc là, c'est pas facile à voir, mais c'est une douleur juste en dessous du trochanter, ici, avec une sorte de cicatrice fibreuse, et ce patient a une dégénérescence graisseuse de la portion, en fait, de l'attache très postérieure du vaste latéral. Et ici, c'est une lésion que j'ai rencontrée plusieurs fois, donc chez les buteurs, au foot, au rugby. Et en fait, c'est une lésion d'une expansion aponeurotique qui part du tenseur du fascia lata. Et en fait, ça infiltre tout ce qu'il y a autour du nerf fémoro-cutané. Ce qui fait que le patient, il a un point de départ qui est juste en dessous de la crête iliaque antéro-supérieure. Mais par contre, il a des douleurs de toute la face latérale de cuisse, qui est le territoire de la zone de projection du nerf fémoro-cutané. Pour conclure, quelques take-home messages. Donc, la tendinopathie glutéale, c'est la principale cause de douleur latérotrochantérienne. La palpation, c'est le test clinique le plus sensible, et son absence de positivité exclut quasiment le diagnostic. Donc, le single leg stance, donc l'appui unipodal, est très spécifique. Sa positivité est hautement corrélée à la présence d'une tendinopathie du mollet fessier à l'IRM. Donc, y a-t-il un intérêt de faire un IRM quand ce test est positif ? Il y a un intérêt de coupler la palpation avec un autre des tests spécifiques comme le single leg stance et le test de Fader avec résistance. J'insiste sur quelque chose qu'on sait plutôt pas mal, qu'il y a une mauvaise corrélation de l'imagerie avec la symptomatologie clinique. Et il y a également une mauvaise corrélation de l'imagerie à l'anatomie réelle pathologique, à ce que le chirurgien peut voir. Pour moi, ce qui est important, c'est de bien interroger, de bien observer. C'est-à-dire, on n'interroge pas et on se rue sur le patient, c'est vraiment, on l'interroge, on lui fait faire quelques tests fonctionnels pour voir comment la dynamique du membre inférieur se comporte, s'il y a des adductions de hanche, des rotations internes du fémur, une bascule du bassin, et garder l'examen paraclinique vraiment que en cas de doute. Merci.